Bonjour à toutes et à tous, salut Laurent. Tu vas bien? Ouais. Les casquettes. Hein. Bah oui, on a sorti les casquettes de F1, pourquoi? Parce qu'en fait, on est fan de F1 et qu'en fait, on a une bande de potes à être au café du commerce et à commenter la F1. Ici, au village Baïséa. Au village Baïséa. Où il y a notre studio. Où il y a notre studio. Et en fait, on a comme voisin un mec, ça fait 20 ans qu'il est dans la F1. C'est qui? C'est Eric Bouillet. Oui, ancien patron de McLaren, mais surtout, il a 20 ans d'histoire, il a fait plein d'autres choses. Tout, Il connaît tout, il a travaillé avec tous les pilotes de F1. Et lui, il nous a dit, mais arrêtez de discuter dans le couloir, faisons un échange entre potes. Et on l'a fait, c'est le pilote, c'est un proto, dites-nous ce que vous en pensez. Il y a même les fonds verts et tout, on n'a rien changé, on s'améliorera pour les prochaines émissions. On n'avait pas prévu de la diffuser, hein, mais voilà, c'est un brouillon. Non, mais c'est dommage, il y a du bon contenu, donc c'était dommage de ne pas le diffuser. Et on nous invite à la diffuser, donc j'espère que vous passerez un bon moment. Au sommaire de ce premier numéro dont refait la F1, nos fans du paddock vont s'intéresser aux difficultés de Ferrari en ce début de saison. La crise couve déjà au sein de l'écurie dirigée désormais par Fred Vasseur. Autre équipe en difficulté, Mercedes, qui s'est entêtée avec son design zéro ponton. C'est la seule raison qui freine la W14. Des difficultés qui contrastent avec l'insolente réussite de Red Bull. Est-elle abattable cette saison? Enfin, qui arrêtera l'ascension spectaculaire d'Aston Martin et la soif de victoire de Fernando Alonso? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro dont on refait la F1. Mon nom est Olivier Frigara et j'aurai le plaisir de réunir nos fanas du paddock chaque jeudi précédant un Grand Prix, une équipe qui brille, vous allez voir, par ses analyses pointues, une certaine, mauvaise foi, car particularité de cette émission, nos chroniqueurs, chaque chroniqueur est fan d'une écurie, d'un pilote et s'en fera l'avocat contre vents et marées pour soutenir les couleurs de la Scuderia Ferrari, qui en a bien besoin, croyez-moi, en ce moment. Nos tifosi, on les surnomme Don Camillo et Pépone, Alain Diducal, patron de Circle, et Fabrice Marcella, maire du village Baïséa à Paris, qui accueille le studio. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous faites grise mine, hein? Mais ça commence déjà mal, hein. C'est Pépone, avec un E. Oui, bon, ça va. Bon, mais, faut non, le dire. ça va, vous avez retrouvé le moral, parce que c'était pas... Okay. Bon. Un autre fan de Ferrari, mais il a choisi de prendre du recul et de trouver refuge loin derrière les Ardennes pour méditer sur le futur de la Scuderia. Monsieur Christophe Degrave. Bonjour Christophe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien pour cette première de On refait la F1. Oui, il adore autant Lewis Hamilton qu'il déteste Max Verstappen. Il portera les couleurs de l'écurie Mercedes cette saison. Monsieur Laurent Pantanach. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, il en a perdu la voix. Et quant à moi, je demeure un fan historique du meilleur pilote du plateau, bien sûr, Fernando Alonso. Et je le supporterai en toute objectivité, ainsi que l'écurie Aston Martin. Et pour mettre de l'ordre dans ce qui s'annonce déjà un grand foutoir, pour élever quelque peu le débat, il me fallait une personne d'expérience, un team manager avec une poigne de fer, monsieur Eric Bouillet. Bonjour Eric. Bonjour. Alors de même, je me permettrai de corriger, c'est pas Bouillet, c'est Boulier. Boulier, oui. D'accord. Voilà. Eric, on ne te présente plus, une figure de la F1, patron du Grand Prix de France, ancien team manager de McLaren, de Lotus. Tu disposes de toutes les prérogatives d'un team manager, bien au-delà. Tu es carrément l'arbitre de cette émission. Tu peux attribuer les drapeaux noirs et blancs en guise de carton jaune, des pénalités, voire un drapeau noir si vraiment on dépasse les limites de la piste. En tout cas, n'hésite pas à faire entrer dans le rang, ou plutôt au stand, nos chroniqueurs s'ils ne sont pas sages. Allez, on enchaîne tout de suite avec le première thématique de cette émission. On va commencer par la déception de ce début de saison, à savoir Ferrari. Problème de fiabilité sur la première course qui a lourdement, bien sûr, handicapé Leclerc sur la seconde en raison d'une pénalité. C'est un début de championnat avec un abandon pour la première course assez catastrophique, messieurs. Alain, peut-être, pour commencer. On est dans l'exagération la plus profonde et puis on oublie l'histoire. Oui. Fabrice, on est d'accord. L'année dernière, on démarre, on est devant. Cette fois-ci, on a tiré les leçons du passé et on démarre lentement. Qui va piano, va sano et va lontano. Et viva Ferrari. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Ouais, donc tu te réfères au passé. Donc l'année dernière, vous avez gagné la... Non, vous n'avez pas gagné le championnat du monde. Non, mais on tire expérience du passé. Après 2 courses, il y avait 45 points pour Charles Leclerc et il n'y en a que 6 aujourd'hui. Donc, il y a de la marge. Fabrice ? Oui, non, mais je partage ce que dit Alain. Déjà, tu parles de mauvaise foi. Non, pas du tout. Ton édito était déjà de mauvaise foi avant même de démarrer. Mais juste pour te dire que... Oui. Ça fait 2 courses, donc on ne va pas spéculer sur 2 courses. Si on avait fait ça l'année dernière, on aurait été justement premier au championnat du monde. Là, ce n'est pas le cas, ok. On démarre doucement, on apprend, mais je suis sûr que, et ça on en reparlera tout à l'heure sûrement dans les pronostics, que dès le prochain week-end, on aura une course exceptionnelle de Ferrari. Donc dès vendredi, demain. Demain et dimanche. On va vous demander vos pronos en fin d'émission pour ce prochain Grand Prix. Christophe,
Tu gardes bon espoir? Moi, je garde tout à fait bon espoir. De 1, parce qu'effectivement, comme on le disait, la saison 2022, si on s'était basé sur les 2 premières courses, c'est Ferrari qui aurait gagné par Red Bull. Donc peut-être que cette fois-ci, ce sera dans l'autre sens. En tout cas, je l'espère. Ouais, ça, il faut avoir un moteur, hein, mon cher ami. Voilà. Et puis, il y a un tout nouveau aussi directeur d'écurie, en fait, qui est Fred Vasseur. Et je pense qu'on peut vraiment avoir confiance en lui. Il a un lien particulier avec Charles Leclerc. Il sera présent pour soutenir l'équipe, etc. C'est juste ses débuts, donc on ne peut pas tout changer. Mais on voit déjà des améliorations. Par exemple, l'arrêt au stand, qui est 10 fois plus rapide qu'avant. C'est pas difficile. Il y a déjà plus d'horreur. Effectivement. Là, on est d'accord. C'est déjà intéressant, je trouve, tu vois, la bonne analyse, en fait, mais qui est complètement stéréotypée du fan. Ouais. Écoutez, la vraie valeur ajoutée en 2023, c'est effectivement, je pense, Fred Vasseur. Voilà. Parle-nous un petit peu de Fred Vasseur. Effectivement, je ne ferai pas de commentaires tout de suite. Non, mais Fred Vasseur, en tout cas, il a plus de... J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup notre arbitre. Hein. Ouais. Fred Vasseur a plus de boulot que prévu, en tout cas. Il n'y a pas qu'à revoir la stratégie. On a vu que lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, et là, ça va faire plaisir à Laurent, en perf pure, la Ferrari était derrière la Mercedes. Donc, il n'y a pas qu'un problème de fiabilité. Non, alors il y a double problème en fait. C'est le problème de balance, c'est-à-dire que la voiture ils n'ont pas réussi à régler la voiture proprement et ils se trouvent avec une dégradation des pneus qui est supérieure aux autres. Donc c'est le même problème chez Mercedes, mais c'est encore pire chez Ferrari. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont capables en qualif sur un tour de très bien faire. Mais à partir du moment où il faut faire plusieurs tours d'affilée, ça se dégrade très vite et du coup la performance est assez difficile. Laurent, t'as pas entendu ton regard sur Ferrari en tant que fan de Mercedes? Non, ça fait de la peine. Ça fait de la peine de voir une équipe qui rame autant que ça. Et la saison dernière a été terrible, quoi. Non, mais la saison dernière a été terrible, quoi. C'est un départ tellement sur les chapeaux de roue. Il y a beaucoup d'espoir. Et tu prends les pôles de Leclerc et la meilleure chance qu'avait Verstappen, c'est si Leclerc était en pôle, quoi. C'est un truc qui te rend fou, quoi. Tu vois, donc non, moi je souhaite du mieux. Moi je souhaite de la compétition, quoi qu'il en soit. Alors parlons des pilotes. Leclerc a signé une pôle dès le premier Grand Prix. Lors du second Grand Prix en Arabie Saoudite, il a fait une excellente remontée de la 12e place pour terminer 7e. Et il avait signé le 2e temps quand même, tu peux le souligner aussi. Alors il semble en qualif, ouais. Il semble se positionner de plus que jamais en tant que pilote numéro 1 par rapport à un Sainz qui sont quand même, on le sent un peu moins à l'aise quand même. Messieurs, les fans de Ferrari, les tifosi. Oui, alors moi déjà la première chose c'est que moi mon objectif c'est que Ferrari gagne quel que soit le pilote. Toi tu t'en fous. D'accord, moi je m'en fous. Si on peut même aller chercher Verstappen chez Ferrari. Non. Néanmoins, effectivement, si j'avais un classement à donner entre les deux, j'ai une préférence pour Charles Leclerc. L'état d'esprit, puis je sens un peu plus compétitif. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti qu'il donne lorsqu'il pilote. Tu n'as pas crainte, toi, Alain, qu'à un moment donné, il s'agace un petit peu des problèmes de fiabilité, des problèmes de stratégie, qu'il aille voir ailleurs, l'ami? Non, ce garçon est en train de grandir, tu vas voir. Tu n'as pas d'autres arguments? Mais non, moi j'ai une entière confiance dans Leclerc, moi. Ouais, on parlait tout à l'heure avec, je ne sais pas qui c'est qui disait ça, de la proximité entre Vasseur et Leclerc, Christophe. Oui. Eric, c'est Christophe qui disait ça. Tu confirmes? Je confirme qu'effectivement, l'une des grandes forces de Fred Vasseur, c'est déjà son expérience dans la course automobile. Il avait commencé monter sa première écurie alors qu'il était encore à l'école d'ingénieur. Mais c'est quelqu'un qui en plus effectivement a un management auprès des pilotes qui est assez, c'est l'un des meilleurs. Je veux dire, il a sorti les Lewis Hamilton, les Rosberg, tous ces gens-là, et Charles Leclerc. Donc il connaît Charles puisqu'il est passé par son écurie ART quand il était effectivement en train de gravir tous les échelons vers la F1. Ouais, en clair, il a formé toutes les grands noms de la F1 aujourd'hui. La majorité des grands noms effectivement, oui. Et dans les formules juniors entre guillemets, dans lequel il a quasiment tout gagné, Fred Vasseur. Il a quasiment tout gagné. C'est son écurie ART est une écurie référence, on va dire, dans le paysage effectivement des formules de catégorie junior. Donc il était auparavant chez Alfa Romeo, auparavant chez Renault. On pense, c'est quand même dommage on sait qu'aujourd'hui l'Alpine est franco-français, équipe de France, qu'on n'ait pas su garder un talent français au sein d'une écurie française. Est-ce que vous avez des remarques ou des infos par rapport à ça? Peut-être Christophe ou Eric, si tu veux intervenir. Moi, je veux bien. Je pense que les Ferrari Boys s'en fichent complet. Oui, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Non, mais après, Ferrari gagne. Et voilà. Après, il lui faut quand même un petit peu de temps. Effectivement, Jean Todt, on cite souvent Jean Todt comme exemple chez Ferrari, mais il a mis 6-8 ans, j'ai plus en tête, avant de pouvoir permettre à Ferrari de retrouver en tout cas le titre de champion du monde. Donc Fred Vasseur,
je ne suis pas sûr qu'effectivement, en quelques semaines, quelques mois, ils réussissent à redresser. Là, on a vu que c'était tendu, qu'il y a quelques pots de banane. On sait que la presse en Italie est à la dent dure. Hein. Oui, la presse à la dent dure, tout est scruté, détaillé en F1, mais encore plus chez Ferrari. Et voilà, c'est vrai qu'il a eu une arrivée un peu compliquée, on va dire, mais de nouveau, la meilleure valeur ajoutée aujourd'hui en 2023 pour Ferrari, c'est l'arrivée de Fred. De Fred Vasseur. Laurent, pardon. Ton sujet, on parle souvent ensemble de Sainz. Moi, alors, c'est ce que pour moi, c'est un excellent numéro 2. Point. Ouais, c'est vert, mais voilà. Je suis étonné quand même. Je suis étonné parce que pour moi, Leclerc est très au-dessus de Sainz. Et par contre, il est très au-dessus aussi en Guigne. Hein. C'est-à-dire que si on prend la saison dernière, alors il s'est quand même sorti pas mal. Hein, tu vois, son erreur du Grand Prix de France, elle est presque impardonnable, quoi. Mais il a quand même beaucoup plus. Et là, la saison commence. Alors, attention, il a eu son lot de Guigne, hein, Sainz l'année dernière. Hein, les moteurs qui ont pris feu, les machins, les bidules. Il faut pas non plus. Moi, j'ai ce sentiment que Leclerc est meilleur. J'ai le sentiment aussi que Sainz se bat comme un diable, quoi. Qu'il essaye, tu vois, il lâche rien, quoi. Tu vois, alors après, tu sens que l'arrière-garde de Sainz, c'est-à-dire son cousin qui est son manager et son père, tu sens que derrière, ça fout le bordel dans l'écurie pour essayer de lui créer une place. Hein. Ça se sent bien, quoi. Hein. Mais on verra. Alors que Leclerc, tu as l'impression que c'est un peu par lui-même. Il n'y a pas cette espèce de clan derrière. Je ne sais pas si tu peux. Tu dois tout commenter. Ouais. Alors oui, parler de pilote numéro 2, c'est toujours compliqué. Ouais. Ça, je laisserai ça Fred gérer ça, justement. Mais effectivement, il y a un environnement Sainz qui est quand même très, très, très sport automobile. Et puis il n'y a pas que ceux que tu as cités. Oui, bien sûr. Il y a aussi des connexions avec le clan Alonso. Et donc forcément, oui, effectivement, c'est assez politisé, on va dire, autour de Carlos, quoi. Donc après, c'est plus simple du côté de Charles. En tout cas, il a un parcours atypique. Il a commencé chez Red Bull, chez Toro Rosso. On l'a gentiment éconduit parce qu'il était à l'époque avec Verstappen, mais il se défendait plutôt bien d'ailleurs. C'est un très bon pilote, effectivement. Ouais, il a atterri chez Renault. Et puis chez Renault, il a été conduit, il est parti chez McLaren, où il a plutôt bien marché. Il a fini second derrière Gasly à Monza, notamment. Et oui, ça s'allume, c'est normal, c'est une Apple Watch. Et là, maintenant, chez Ferrari, pour moi, c'est une vraie surprise. C'est une vraie surprise de le voir chez Ferrari. Il a aussi l'entourage qui lui permet de se positionner et de se placer, on va dire, à chaque fois là où il y a une opportunité. Ouais. Et pour ce qui est des choix de carrière, en tout cas pour l'instant, il a été très bon. Ah oui, ça, par rapport à Alonso, on peut en parler tout à l'heure notamment. Alors, après Ferrari qui a quelques difficultés, parlons d'une autre écurie, à savoir Mercedes qui a tendance à patiner ces derniers temps. Elle est plutôt en crise, même si elle a progressé en Arabie Saoudite. Laurent, le concept zéro ponton ne sont pas sur la bonne voie. On a vu que Toto Wolff l'a reconnu tout de suite, dès le premier Grand Prix, a annoncé des changements majeurs et importants. Mais pourquoi n'avoir pas réagi à l'intersaison, quoi? Il se réveille au premier Grand Prix. Mais on sait que le zéro ponton, on avait un point d'interrogation depuis des mois. Le zéro ponton, pour moi, c'est le malheur de la saison dernière. C'est-à-dire que si ce zéro ponton avait fonctionné, moi je la trouve trop belle, cette espèce de forme. Alors, oui. tous ceux qui aiment bien, moi j'adore. Moi je la trouve magnifique. Et j'aurais adoré que ça marche. Attention, il faut se rappeler que le zéro ponton, quand il est arrivé, tout le monde a dit « Ah non, mais c'est pas légal, quoi ». Horner en premier, quoi. Les mecs n'avaient pas vu si ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas. Ils avaient déjà tous sorti une réclamation auprès de la FIA en disant c'est pas acceptable. Donc ils avaient tous peur que ça fonctionne. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors après, que mettre plus d'un an pour te rendre compte que tu trimes et ça marche pas, je suis un peu déçu du début de saison. Je me dis, les mecs, je pense qu'ils se sont dit on a progressé à l'intersaison. Et on va voir. Et au moment où tu vois, c'est un peu la mort subite, quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu commences la saison et que tu es encore plus nul que l'année d'avant. Alors c'est pas vrai parce que les résultats le montrent pas. Ils ont le meilleur binôme du plateau, c'est indéniable. Hein. Ils ont les deux meilleurs pilotes du plateau, la meilleure équipe. Et ça va être, oui, largement. Et non. Alors là, par contre, en toute objectivité, c'est le meilleur. C'est le meilleur binôme. Objectivité. C'est le meilleur binôme. Quand est-ce que tu sors les cartons là? Drapeau jaune. J'attends le faux pas. Donne-moi un autre. Il y en a un qui est 6 fois ou 7 fois champion du monde, c'est ça? Je ne sais plus, je ne compte plus.
Et effectivement, mais il s'est fait battre par un rookie l'année dernière quand même. Ouais, mais on ne sait pas ce qui est, on connaît pas le dessous des cartes, quoi. On ne sait pas si c'est vrai qu'il a plus streamé en prenant la voiture, en faisant plus de tests et tout ça. Non, ce qui est intéressant là, c'est qu'ils vont devoir changer quelque chose, et je pense qu'ils vont arriver. Ils ont dit, on va arriver, c'est fini, quoi. Le seul truc qui est assez incroyable dans cette écurie, c'est quand même que Hamilton, qui a souvent taillé l'écurie, mais jamais les ingénieurs, cette fois, il a flingué les ingénieurs. Et ça, c'est le côté étonnant pour moi de la situation actuelle, quoi. Alors justement, comment en est-on arrivé là? Est-ce que on peut dire, Eric, que c'est un problème d'ego des ingénieurs qui sont ferrés dans leur C'est eux qui sont censés être subjectifs, non? Ouais. Non, alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que quand tu démarres un concept de voiture, tu le démarres 12 mois avant, déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils travaillent déjà sur la voiture 2024. Pendant l'intersaison, tu n'as que la simulation, donc tu vis dans un monde virtuel. Et il y a le fameux mot corrélation, c'est-à-dire que si ton monde virtuel n'est pas corrélé proprement au monde réel, eh ben, tu pars dans des délires et des fantasmes qui effectivement peuvent alimenter les égos des ingénieurs, et pas seulement des ingénieurs, puisque effectivement les ingénieurs c'est compliqué à gérer en F1. Je pense qu'il y a aussi un peu de leadership, donc là je t'étais gratigné un peu Toto, mais il y a un moment, changer un concept, c'est une grosse décision, c'est une décision assez grave, et si vous laissez les ingénieurs le faire, ils vont pas le faire. Personne va se lever un matin en disant je vais changer le concept, ça marche pas, je suis viré. Donc forcément il faut l'aval du patron, et donc c'est des décisions qui sont très compliquées à prendre. Maintenant, si on regarde les chiffres, justement, l'année dernière, ils se qualifiaient Lewis 6 dixièmes de la pole, et cette année, ils s'est qualifié à 6 dixièmes de la pole. Donc, ils ont autant progressé que les autres. Comment expliquer que justement que l'Aston Martin, qui partage beaucoup de composants avec la Mercedes, le moteur, la suspension arrière, je ne vais pas dire de bêtises, elle progresse de manière terrible, et que Merco soit derrière, ça montre vraiment l'aveuglement de l'écurie. Peut-être la réaction des Ferraristes à côté. Non, mais je pense qu'ils ont eu le même problème que chez Ferrari sur la partie simulation chez Mercedes. Enfin, je rappelle que c'est que chez Ferrari, tout le monde disait avant la première course qu'ils allaient avoir une voiture extraordinaire. Alors, je continue à le croire, mais on voit effectivement que sur les deux premières courses, en perf pure sur un tour, oui. On voit que sur les deux premières courses, il y a un écart quand même important entre ce qui a été imaginé et modélisé et la réalité sur le terrain. Donc peut-être qu'Aston Martin avait un meilleur outil qui permettait de simuler tout ça, je ne sais pas. Meilleur que Mercedes. Peut-être, je ne sais pas. Bien. Ou que Dan Fellows limite les règlements. Hein, alors justement, tu parles des têtes pensantes de l'écurie. Beaucoup de forces vives de Mercedes sont également parties, à l'image de James Allison, qui a laissé son poste de directeur technique à Mike Elliott. On pense aussi à James Wolfe, qui était le stratège en chef, qui est parti dans la direction de Williams. Petite correction, parce que tout le monde l'appelle le stratège en chef, ce qui est assez étonnant. En fait, la réalité de son job, c'est que c'était le numéro 2. Ouais. Donc c'est quand même un poste très très important. Quand je parlais de leadership tout à l'heure, c'est peut-être aussi un chaînon manquant qui a manqué à l'écurie Mercedes cet hiver, puisque James est parti chez Williams. Et donc peut-être que la connexion Brackley-Toto n'était plus aussi claire, et que du coup, des décisions n'ont pas été prises à cause de ça. Christophe, ta réaction de ton côté, on sent bien que c'est compliqué cette année pour Mercedes, et qu'il va être difficile de rattraper son retard. En tout cas, ils l'ont reconnu eux-mêmes. Le championnat, cette année, ça semble compromis. Oui, je pense que Mercedes n'est sans doute pas la seule écurie sur ce constat-là. Il y a des choix à faire chez Ferrari, il y a des choix à faire un petit peu partout. Aston les a réalisés déjà, et a copié quand même grandement, donc effectivement avec des pièces Mercedes, mais a copié aussi grandement l'aérodynamisme de nos chers amis de chez Red Bull. Et Toto a l'air de dire, s'il faut passer par là, en fait, on fera pareil, on fera un double de la Red Bull. Voilà. Donc je me dis que finalement, en fait, les outils en soufflerie, etc., est-ce que c'est vraiment encore nécessaire alors qu'on a Red Bull à copier, quoi ? C'est pas faux. On sent une certaine impatience, en tout cas, Laurent, chez Hamilton. Ça, c'est nouveau, tu le disais tout à l'heure. Il semble vraiment en avoir marre maintenant. Je pense qu'il en a plein le cul. Je pense qu'il veut son 8e titre. Je pense ça sera un autre pilote aujourd'hui s'il avait eu son 8e titre. Et il faut le gérer, il y a 2 ans. Et je pense que c'est très dur, parce qu'il veut y arriver. Au fond de lui, il veut y arriver, mais après ça. Alors comme tu disais, il est très corporate jusqu'à maintenant, Lewis. Donc il ne critiquait pas. Là, il était très dur. Surtout, il est dans la presse, tu vois. Je pense qu'en interne. Et pour certains, c'est une manière de faire un appel du
pied. Est-ce que vous le verrez finir sa carrière chez Ferrari? Alors je vous coupe, je l'ai eu au téléphone hier. Il m'a dit que il finirait chez Mercedes. Dans les stands. Mais je pense, je pense que c'est une bonne chose s'il finit chez Mercedes. Enfin, Ferrari, s'il doit y avoir un électrochoc, il faut plutôt aller chercher effectivement quelqu'un qu'on n'attend pas et qui est actuellement champion du monde, plutôt que quelqu'un qui est sur la fin de carrière. Donc je pense qu'il faut qu'il reste chez Mercedes, surtout pas chez Ferrari. Ou alors en numéro 2 derrière Charles Leclerc, pourquoi pas. Ouais. Alain. Ça s'appelle du fantasme. Hein. Allez. Je suis d'accord avec Fabrice, on a prononcé le nom, c'est Max. Ah, toi, tu veux Max Verstappen chez Ferrari? Évidemment. Rappelez-vous, Schumacher, il est arrivé au plus haut de sa carrière chez Ferrari et ça a fonctionné. Et il faut un électrochoc chez Ferrari. Max c'est peut-être le duo. Il aurait été double champion du monde ou triple champion du monde. Il est déjà double champion du monde. Champion du monde chez Red Bull, il ira chercher un nouveau challenge. Un vrai challenge. Voilà, comme a su convaincre en son temps nos amis Jean Todt et compagnie quand ils ont su convaincre Schumacher d'aller chez Ferrari. Il perd le terrain dans ses déclarations, petit à petit. C'est pas faux. Alors parlons de ceux qui sont sur un nuage en ce moment, c'est Red Bull qui sont imbattables, une pole position, 2 victoires, un meilleur tour. Verstappen qui termine facile second en se lançant de la 15e place. Est-ce que selon vous l'écurie Red Bull a déjà déplié le championnat, Laurent? J'ai peur. J'en ai bien peur. À part une compétition interne qui n'arrivera pas, parce qu'ils privilégieront toujours Max, mais à part un Checo qui aura envie de sortir les dents, il va rien se passer. Ils vont nous. Non, on a senti quand même un Checo un peu rebelle quand même sur la dernière course, puisque je rappelle, c'est son ingénieur qui a demandé de ralentir. Et ralentir pas parce qu'il avait des problèmes de voiture, c'est surtout pour attendre Max qui était derrière. Donc même lui, son ingénieur le trahit. Numéro 2, il n'y a pas de question. Et il n'a pas respecté, en tout cas il n'a pas suivi les consignes de son ingénieur. Donc, je pense que la meilleure chose, moi, sur ce dernier Grand Prix, c'est ce petit point du tour le plus rapide. Je pense que c'est ce qui peut faire basculer pour moi un comportement. Je pense qu'il a été, et d'ailleurs on le voit, quand il l'apprend, il est en train d'être interviewé, on lui dit alors vous pensez quoi, et le gars il a pris un électrochoc, quoi. C'est quoi, il m'a trahi jusqu'au bout, quoi. Alors qu'on avait une consigne. Donc en fait il a compris que les consignes ne se respectent jamais à ce niveau-là. Les grands pilotes n'ont jamais respecté ce genre de consignes. Mais lui, on l'a vu au Brésil. Il est partagé. Il est toujours entre si je fais le con, on me dégage et je perds ma place, alors qu'aujourd'hui j'ai la meilleure voiture au monde. Et de l'autre côté, c'est j'ai quand même envie. Et de toute façon, on fera rien pour moi. Donc pour lui, c'est 2 fois plus dur de piloter. Il se bat contre les autres écuries et contre sa propre écurie. C'est ça. Eric, ton sentiment par rapport. Oui, Christa, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste rebondir sur ce que Laurent disait. Il le savait très bien, même avant l'interview par les journalistes, il le savait très bien. Il essayait de faire dire à Max, dans la salle d'attente, il essayait de lui faire dire en fait, que Max n'avait pas respecté la consigne ou bien qu'il avait une consigne différente. En fait. Et Max a été chercher ce point, en fait, et je trouve ça horrible, en fait, parce que c'est vraiment aller titiller son numéro 2, alors qu'on est en début de saison. Il respecte rien, en fait. Max Verstappen, c'est Max. Et un Senna aurait fait pareil, et un Schumi aurait fait pareil. Et moi, je ne suis pas particulièrement choqué par le côté inhumain, j'ai presque envie de dire, dégueulasse des pilotes de F1. Quoi. Les mecs, ils se battent depuis qu'ils ont 13 ans tous ensemble. Max, c'est quand même un gros ce qu'il a fait, au Grand Prix du Brésil. Là, je pense qu'il faut sortir le Monsieur le manager, intervenez, dites quelque chose. Interdire d'avoir la seconde place à son copilote alors que le mec a tout gagné, le championnat est fini pour lui. Oui. C'est abject, quoi. C'est abject. Bon, tu as droit à un drive-thru, tu vas pouvoir parler. Non, 5 secondes de plus concrètement, Eric, c'est un fait. On a le sentiment qu'il a été embauché en tant que numéro 2. Il performe bien en ce moment. La voiture, souvent, est plus taillée d'ailleurs pour le style de pilotage de Max que celle de Sergio. Comment tu analyses la situation? Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir résister ou il va être obligé de lâcher l'affaire? On aura la réponse ce week-end. Ça va être tâche impossible. Parce qu'en fait, surtout chez Red Bull, l'écurie a toujours privilégié le choix d'un pilote numéro 1 et d'un pilote numéro 2. Donc il y a vraiment un vassal au service de l'autre. Et donc en fait, Sergio, il y a un moment, c'est exactement ce que tu disais, il a le choix entre être dans la meilleure écurie, en tout cas la meilleure voiture du plateau, ou alors aller faire autre chose. Mais forcément, aller faire autre chose, ça ne va pas forcément ramener des points, des podiums et la notoriété qu'il a acquis aujourd'hui grâce à Red Bull. C'est vrai. Donc après, c'est un échange, mais c'est vrai que la voiture, elle est 100% dessinée et conçue pour Max.
et que l'équipe est de toute façon managée d'une certaine façon où tout est pour Max. Mais on sent que... Et on l'a vu dans le passé, je t'interromps, excuse-moi, mais on l'a vu dans le passé, les frustrations entre Mark Webber et Vettel. Et forcément, il va y avoir... Verstappen en son temps aussi. Exactement, et puis on va voir qu'effectivement, il va y avoir de la frustration grandissante chez Sergio. Et surtout qu'en réserve, ils ont Ricardo, justement, qui est prêt à prendre la place de Sergio. Je suis pas sûr. Non, tu penses que je suis pas sûr qu'il a envie de retourner dans le schéma où il doit servir un autre pilote. Ouais. Il l'a assez mal vécu avec Vettel, notamment. Bon. Mais c'est Massa numéro 2, hein. C'est pareil. Il est parti pour éviter ça. Mais il est déjà parti pour éviter ça. Mais chez Ferrari, Massa, il avait la perspective de devenir numéro 1, ce qu'il a été par la suite. Mais donc c'était géré d'une manière différente. Chez Red Bull, c'est toujours un peu tendancieux. Ouais, c'est un peu menton, hein, le management. Ouais, chez Williams, chez Mercedes aussi. Hein, on voit bien que Bottas, il a quand même beaucoup souffert. Bien sûr. Lui aussi, c'était clair. Il n'a jamais gagné un Grand Prix. Voilà. Mais non. Mais oui. Il avait plus de chances de gagner chez Alfa Romeo que chez Mercedes que chez Alfa. Ouais, d'accord. Mais c'est ce qui devrait se passer chez Ferrari. Chez Ferrari, il devrait. Je pense que j'imagine que Fred va le faire, mais Ferrari devrait à un moment donné prendre une position et dire. Charles est largement devant en fait. C'est un purée de pilotes. Bon après c'est tous des héros. Hein, je veux dire c'est tous des pilotes exceptionnels. Mais Charles a quelque chose de plus. Il faut absolument qu'il marque le coup pour pouvoir faire passer un pilote devant l'autre. Et ça effectivement, si on revient dans l'histoire, j'entendais encore récemment une interview d'Alain Prost qui disait à l'époque où j'étais avec Ayrton Senna, je voyais passer des boîtes avec de la mécanique à l'intérieur sur lequel il était mis Ayrton Senna. Donc, dire la marque, c'était des moteurs Honda. Hein. Voilà, exactement. Donc Honda faisait passer en fait des pièces qui étaient taillées pour Ayrton Senna et Prost, à l'époque, n'avait pas. Je modérerai un peu les propos, si je peux me permettre. Carton jaune, drapeau jaune. De toute façon, non, il n'y a pas de drapeau encore, mais un petit peu de modération quand même. On va remettre un petit carton par là-bas, mais quand vous construisez donc des voitures de course en F1, effectivement, il y a deux pilotes, donc c'est pas banal de voir une boîte de vitesse qui passe avec écrit Ayrton Senna dessus, comme il y avait sûrement des boîtes de vitesse écrit Alain Prost aussi. Ouais, ça fait partie de la légende de la rivalité Prost-Senna. Après, oui, ça fait partie effectivement de la légende de rivalité Prost-Senna. On sait que par exemple Ayrton avait fait en sorte d'être très proche des Japonais pour essayer de grappiller toujours les faveurs. Donc, tu reconnais quand même qu'il y avait quelque chose. Mais parce que ça fait partie de leur rôle à chaque pilote. Vous savez, chaque pilote, quand il rentre dans un garage, un des rôles du team manager, c'est d'arrêter le clivage. Parce que j'ai vu des pilotes acheter ces mécaniciens. Ouais. Ah oui. Ah oui, je dirais pas qui. Ouais, moi aussi, je suis personne là. Mais un mec des Asturies là. Ouais, par exemple. Non, pas du tout. Non, mais mais quand je dis acheter, c'est simplement taureaux, essayer de pas de l'argent, mais si. Oui, ça je l'ai vu aussi, mais mais je veux dire, c'est vraiment tu es obligé de faire attention à ça parce que ça fait partie du rôle du compétiteur d'être mieux servi que son coéquipier puisque c'est ton premier ennemi. D'accord. Non, mais je comprends très bien. Alors, on a vu que, pour revenir à la performance pure, essayer de comprendre quelle est l'origine de cette performance pure de la Red Bull, parce qu'elle est impressionnante, Lewis Hamilton a encore déclaré lui aussi la semaine dernière qu'après son dépassement par Verstappen, il n'avait jamais vu une F1 aussi rapide. C'est quoi sa force aujourd'hui c'est le moment où on parle du DRS dégoûtant de Red Bull, c'est ça? Alors, on parle de DRS, on parle de fond plat, on parle peut-être d'un avantage moteur également. Est-ce que vraiment ça peut venir, comme semble dire les anti-Verstappen, que vraiment Red Bull a gagné un avantage énorme du fait d'avoir dépassé le budget cap en 2021. La dernière fois que c'est arrivé, c'était les Ferrari qui bouffaient de l'huile à la place de l'essence. Et les mecs ont été blâmés, quoi. Donc, on se pose la question. On n'a jamais eu le fameux mot de l'histoire, parce qu'on a signé un gentleman agreement, on ne le saura jamais, hein, dans sa tombe. Todd ne l'avouera jamais. Mais alors, je te remets un petit carton. Oui, est-ce que c'était pas Todd en plus? Oui, c'était pas Todd. Non, Todd, c'était président de la FIA quand même. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. On va pas parler de. Non, c'est qu'en habitude, tu payes des gens pour interpréter le règlement. Alors, j'utilise le mot interpréter puisque c'est une différence entre nous, les Français, et les Anglais. C'est que la réglementation est basée sur le droit et l'interprétation anglaise, et donc c'est comme ça qu'effectivement tu te retrouves peut-être avec des moteurs qui ont des batteries spéciales, par exemple, pour ne pas parler des rouges. Hein, mais effectivement, aujourd'hui, je pense que Red Bull a simplement mieux travaillé. Alors oui, ils ont été
Ils se sont dit, il y a une raison pour laquelle Red Bull a dépassé son budget. Parce que je pense qu'il y a un moment, c'est une question de, comme on dit, de trading. Et donc on s'est dit, voilà, on va aller tricher 5% de temps en plus, ça va nous coûter tant, mais ça nous rapportera tant, et au final... tant pis si on paye. Comme on l'a entendu d'ailleurs, hein, le petit dixième qui a été gagné, c'est le petit dixième que tu traînes toute la saison, donc mine de rien, il y a un gain qui est peut-être important. Alors les amis, est-ce que vous pensez que Red Bull va être handicapé dans les mois, les semaines qui viennent, dans les Grands Prix qui viennent, par justement la réduction de son budget, de son budget, le moins de soufflerie afin de clarifier, c'est-à-dire qu'ils sont déjà... Premièrement, ils sont doublement handicapés, puisque en tant que champion du monde, ils n'ont pas les mêmes conditions que les autres, puisque c'est dégressif. Oui. Deuxièmement, la sanction est déjà en train d'être appliquée. Oui. Voilà. Donc s'il y a un résultat, on ne le verra pas. C'est pour ça que tout le monde s'étonne que la voiture va vite aujourd'hui, mais c'est les conséquences d'il y a quelques mois. On verra le résultat effectivement plutôt à partir de milieu de saison. Ouais, donc fin d'année, voire l'année prochaine. Oui, alors exactement. S'ils emploient un dépassement de budget cette saison-ci, en fait, ils sont de nouveau partis aussi pour reprendre un gain. Donc, je ne sais plus où ça s'arrête en fait chez eux. Donc, fut un temps où, quand il y avait une problématique, on descendait le pilote pendant deux courses au moins en fait de sa monocoque. Et aujourd'hui, en fait, on leur dit c'est pas bien, tu vas devoir. Et puis on leur donne surtout une pénalité financière. C'est vrai que Ferrari n'a pas forcément à s'enorgueillir et à critiquer Red Bull. Red Bull avait été très sévère envers Ferrari lorsqu'il avait son avantage. Ferrari ne triche jamais. Ferrari parfois fait des erreurs dans la lecture du règlement. Oui, surtout mais Ferrari ne triche jamais. C'est pas règlement en italien déjà, donc c'est quand même compliqué. Ouais. Hein mais ça n'existe pas. Alors, un règlement italien n'existe pas. Bon, non, je crois qu'on n'arrivera pas. Non, mais bon, en tout cas, Ferrari a payé sa dette. Je ne sais pas pourquoi on revient toujours sur Ferrari. Mais non, c'est pas le cas pour Red Bull. Ça fait 2 ans de lecture, donc faut arrêter. Il y a pas volonté pour Ferrari. Si plafonne en termes, s'il atteint un plafond de verre en termes de progression, vous allez pouvoir revenir parce que vous avez plus de temps de soufflerie, plus de moyens financiers aujourd'hui. En fait, le vrai sujet, c'est de reconstruire une équipe, une dynamique d'équipe, une cohésion d'équipe. C'est surtout ça, en fait. Ce qu'a Red Bull actuellement. Donc, ils ont cette confiance qui fait qu'en plus, avec la voiture qu'ils ont, ils arrivent à gagner. On va rester sur Red Bull, on va enchaîner avec son team manager Christian Horner. Il a lancé un pavé dans la mare cette semaine, accusant une écurie concurrente d'avoir appelé ses sponsors pour dénigrer l'écurie et ainsi les pousser à lâcher Red Bull. Tu as une idée, Laurent, de qui il parle? Pas le moins du monde, je vois pas qui peut faire ça, c'est pas... Une écurie voisine, bon d'accord, bon, tu vois pas. Brackley, c'est pas trop loin de Milton Keynes, ça je crois. Bon, d'accord. Concrètement, on sent qu'il y a quand même... On tire facilement sur Mercedes en ce moment. On a dit que c'est eux aussi qui avaient dit qu'ils avaient touché l'arrière de la voiture avec le cric et tout. Alors le mode de com, en tout cas, je trouve, de Red Bull est intéressant et de Christian Horner. Je trouve personnellement qu'il a changé depuis la mort de Dietrich Mateschitz, le fondateur et grand patron de Red Bull. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est sans filtre, mais qu'il essaye un petit peu il a plus de liberté qu'avant et il en abuse un petit peu. Il est patron à bord, quoi. Oui. Donc, disons qu'effectivement, ça a changé depuis la maladie de Mateschitz, et encore plus depuis la mort de Mateschitz, mais je pense que l'épisode qui, pour moi, montre effectivement un changement de positionnement dans le leadership, c'est Porsche. Voilà, c'est l'exemple de Porsche où il a réussi quand même à faire capoter. Énorme. En ralliant ses amis et ses ennemis, notamment le Dr Marco, il a fait capoter le deal. On parle de Porsche quand même, donc c'est quand même, c'est-à-dire qu'effectivement il a trouvé un gain de pouvoir, on va dire un levier. Ah, ils sont vraiment indéboulonnables. Assez parlé de Red Bull, on va s'intéresser au pilote le plus émérite du moment et l'écurie qui a créé la surprise. Où s'arrêteront Alonso et Aston Martin? J'ai la réponse, si tu veux. Je vais te dire ça. C'est la. On en reparlera lundi matin. Aston Martin, en tout cas, c'est la surprise de ce début de saison. J'affiche un large sourire depuis le début de cette émission. 2 podiums. Là, tu parles de la 3e Red Bull, là, en fait, Olivier. J'y arrive. 2 podiums, 2 3e places pour le grand Al Grande Fernando Alonso. Alors, Red Bull, encore lui, l'écurie, par les bouches perfides de Sergio Pérez et Helmut Marko, raille les performances de l'écurie en parlant d'une 3e Red Bull verte que tu as vraiment maladroitement relayée, mon cher Christophe. Que vous inspire cette pique toute Red Bullienne, les amis? Juste une chose, Checo a été excellent sur le podium. Checo, mais cette phrase, elle est magique quand il dit c'est un plaisir de voir 3 Red Bull sur le podium. Cette phrase, il fallait la placer. Un tiers de la voiture, c'est une Mercedes, il faut quand même le rappeler.
Le moteur, l'arrière, la suspension, et j'en passe. Bah, on est tous l'importance de l'aéro, quand même, arrête. Bah oui, et alors Bah, c'est de ça qu'il s'agit, hein. Donc pour toi, tu es d'accord? Mais évidemment. Putain, c'est dur. Mais il est facile de critiquer, effectivement. Monsieur le team manager, Effectivement, il est facile de critiquer. Alors, comme l'a dit Pepone, hein. Non, lui, c'est Don Camille. D'accord, excusez-moi. Bref, c'est clair que l'arrivée de Dan Fallow a changé énormément l'approche aérodynamique de Aston Martin, mais de Red Bull. Ils ont eu quand même, je vais le dire, les couilles de changer toute je dirais, la stratégie aérodynamique de la voiture sur un châssis Aston Martin avec une mécanique Mercedes. Donc on parle du troisième Red Bull, mais en fait ils ont simplement appliqué les préceptes de la course des plus pragmatiques, c'est-à-dire je prends ce qu'il y a de mieux et je fais en sorte que ça marche. Et c'est quand même, faut le souligner, très rare aujourd'hui de faire un tel bond en avant en termes de performance d'une saison sur l'autre. Donc moi je dis chapeau bas. C'est d'accord. Alonso affirme que c'est un concept basique aujourd'hui, la nouvelle Aston Martin, que de nombreuses évolutions sont à venir. Hein, ouais, et que c'est encore le début d'un concept. Elle plane. On l'a attendu 3 ans, elle plane. Et on n'a jamais rien vu. Il est là, elle plane. Mais non, il parle toujours. C'est un blablateur. Est-ce que vous pensez qu'Aston va gagner une course cette année? Par chance, ça pourrait, oui. Sur un malentendu. Allez, mouille-toi. Ça pourrait, n'importe qui peut gagner une fois. Aston, oui. Bon. Non. Moi, je pense qu'il faudrait un problème mécanique ou une brouille sur la piste entre les deux pilotes Red Bull, mais on a vu que ça peut arriver. Ferrari peut dépasser Red Bull. Aston ne dépassera jamais Red Bull. Faut être sérieux. En tout cas, Aston a dépassé Ferrari. Je ne sais pas si tu as vu les 2 derniers Grands Prix, mais bon, je dis ça, je dis rien. Il faut écouter le début de l'émission. D'accord. Qui va piano, va sano et va lontano. Bon, alors une chose est sûre, le duel Aston-Alpine qui avait animé les saisons passées, c'est terminé. Aston a vraiment progressé. Ouais. Alpine régresse. Allez, votre sentiment, c'est quand même une écurie française. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens dans ce studio, mais quand même, peut-être Christophe ou Laurent. Oui. Christophe. De mon côté, en fait, c'est juste que on a l'impression d'une espèce de cacophonie comme ça, en fait, chez Alpine, avec le choix des pilotes, le fait de laisser s'échapper des pilotes, etc., puis finalement faire une annonce et puis revenir en arrière, etc. Enfin, ça a été vraiment un bordel. Donc, c'est ça, gros bordel. Exactement. Et si on prend ton exemple juste avant, Aston Martin, ils ont quand même un purée de pilotes, quoi. Et donc je pense que en plus de la monoplace, il faut le pilote qui va avec. À voir si Alpine a ce qu'il faut sous le pied. Tu as dirigé Fernando Alonso chez McLaren. Est-ce que on va dire que j'ai été acheté. Non, je t'ai encore rien donné. J'ai passé 8 mois à le convaincre de quitter Ferrari pour rejoindre McLaren. Donc, il y a vraiment qui a réussi. Apparemment, j'ai réussi. Oui, pour moi, c'est un des meilleurs pilotes. Donc, il m'en veut terriblement, c'est sûr. Voilà, regardez, pour les plus jeunes, regardez ce qui s'est passé chez McLaren. C'est clair que... non, c'est un pilote, en tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs pilotes. Donc, forcément, comme tu l'as dit, Christophe, quand on lui donne la voiture, quand l'équipe derrière qui va bien, ça délivre. Alors oui, Alpine, effectivement, je pense qu'ils sont encore dans l'aile-plane des 100 jours, là, ou des 100 courses. Ouais. Qu'il va falloir effectivement qu'ils mettent tout en ordre, mais vu de l'extérieur, effectivement, il y a beaucoup de chefs, beaucoup de personnes qui dirigent, beaucoup d'opinions, et c'est vrai que c'est toujours compliqué. Coupé à un moment donné, mais c'est toujours compliqué. Une écurie, on voit, tu parlais de Red Bull, on parle de de temps en temps, il y a Marco qui est à côté qui fait du bruit, mais sinon c'est Christian Horner. Point. Ouais. Chez Mercedes, c'est Toto Wolff. Chez Ferrari, on espère que ce sera Fred Vasseur et point. Chez Alpine, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Il y a une culture très latine encore aussi. Ouais. Ça dépend s'il gagne ou s'il perd. Voilà. Donc, mais non, il faut un boss, c'est point, quoi. Alors c'est un peu l'Alonso mania en ce moment. Moi, je savoure. On redécouvre les qualités de ce pilote qui a souvent été décrié et injustement pointé du doigt comme un fouteur de merde. Ça, c'est sûr. Alors c'est sûr que sur le dernier Grand Prix, c'est pas lui qui est le fouteur de merde. Non, mais c'est vrai que le mec, il a comme 2 spécificités, quoi. C'est trash talker et choisir la mauvaise équipe pour l'année d'après, quoi. Grosso modo, ça reste un bon pilote. Positionné sur la grille aussi. Je vois que je le fais chez McLaren, je savais pas que ça allait être la merde aussi. Donc voilà. Non, mais est-ce qu'il est vraiment comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est difficile à canaliser? Pas du tout. Non, mais c'est quelqu'un qui est. C'est le patron. Hein. Non, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement compétitif. Et à partir du moment où tu dois gérer quelqu'un d'extrêmement compétitif, ça devient compliqué. C'est la même chose avec Lewis Hamilton, ça sera la même chose avec Charles Leclerc, c'est la même chose avec Lando ou avec les autres pilotes. Et c'est la même chose avec les ingénieurs en F1, c'est compliqué parce qu'ils sont tellement
compétitif que tout le monde développe des égos et des opinions assez difficiles à faire bouger. Ouais. Donc c'est un peu ça le... Mais c'est vrai qu'il a pris grave ces dernières années entre malheureusement la mésaventure McLaren. L'année dernière, il n'a pas été vraiment considéré par Alpine. S'il s'en va, c'est pas un hasard aussi. Si, C'est après, plutôt une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, on peut pas tout dire encore, mais on va lui donner un peu de temps au temps. Oui. Mais effectivement, ça n'a pas été très bien géré du côté d'Alpine. Je ne jette pas la pierre à Alpine, mais c'est des gens aussi qui sont impatients. Je veux dire, tu peux pas dire à quelqu'un, on veut te garder. Déjà, si lui, dans sa tête, il veut rester 2 ans, c'est compliqué de lui dire, tu vas rester qu'1 an. Ouais. D'accord ? Surtout Donc, qu'en il y a des jeunes qui poussent, parallèle, tu dis, on va faire rentrer un jeune Australien dans 1 an après. Donc, si tu viens de lui dire qu'il est viré au bout d'1 an. Bon, déjà, c'est mal barré quand même. Et si en plus tu mets 4 mois pour faire le contrat, forcément, ça devient encore plus compliqué. Donc, il y a un moment, il va aller voir ailleurs. Il est allé voir ailleurs. Ouais, on parle de contrat. Il est allé chez Aston Martin. Et Aston Martin a un patron. Voilà. Ah ouais. Et donc voilà. Qui tient les rênes. Ouais. Ils ont discuté le samedi. Ils ont commencé le samedi matin à Hongrie à discuter. Le dimanche soir, il avait signé. Ça n'a pas mis 4 mois, ça a mis. Alain Alonso. Tout à fait d'accord. Alonso, c'est même Grand chose, pilote même Ferrari. combat que Max, même combat que Lewis. Hein, Exactement. c'est des compétiteurs, donc ils sont pas gentils. Point. Il aurait pu gagner. On sait qu'avec le conditionnel, on pourrait refaire le monde, mais on refait juste la F1. Il aurait pu gagner 2 fois chez Ferrari, minimum. L'année avec l'erreur de stratégie déjà de Ferrari, qui le fait rentrer au stand et Il y a marquer. certains pilotes russes qui le bloquent à Abu Dhabi. Oui, il y a un pilote chrono, on ne dira pas de nom. Et puis l'année suivante, évidemment, avec une voiture catastrophique, il finit quasiment à quelques points à nouveau de Vettel, avec une voiture qui était nettement en retrait des Red Bull. Et puis je ne vous parle pas également des tricheries éventuelles des Red Bull, on pense aux échappements soufflés, mais pas de polémique. Donc au moins, un minimum aujourd'hui, il mériterait au moins 4 couronnes de champion du monde. Mais ça, c'est tout personnel. Un mot, tu en parlais tout à l'heure de sa pénalité sur le positionnement de sa F1 à Fabrice, sur la grille du départ. Il était décalé en effet, ce qui a valu une pénalité. Puis l'histoire du mécano qui a positionné son cric avant le décompte des 10 secondes, qui a déclenché une nouvelle pénalité. Donc il a été déclassé, et puis on lui a redonné sa place. Il se passe quoi là, FIA? C'est de la Non, sérieux. Disons que la gestion de l'après Charlie Whiting n'a pas forcément été très bien gérée. On retombe dans le même phénomène. Prendre une décision sur le moment T, où vous avez que très peu de temps pour la prendre, c'est toujours très compliqué. La FIA aujourd'hui, moi-même, je ne peux pas vous dire qui est le directeur de course, parce que c'est un peu brumeux, donc en fait on ne sait pas qui est le patron là-dedans. Et voilà, à l'époque de Charlie Whiting c'était clair, à l'époque même de Massey c'était clair. Alors Massey a été la victime d'une cabale quasiment, j'appelle ça. Ah bon? Parce que je m'en vais t'en remettre. L'innommable Massey. Tu vas t'en remettre. Mais voilà, mais parce qu'au final Massey c'était quand même un patron. Et aujourd'hui je pense que c'est un petit peu ce qui manque. Par Red Bull, ça tu veux dire? D'avoir en fait d'avoir un podium, de changer le podium et qu'ensuite on ramène la coupe, on change. Enfin, c'est ridicule quoi. Ouais. C'est ridicule. Il y a un moment. Allez, assez débattu. Je vous propose un petit quiz F1 pour conclure cette émission. Alors c'est simple, vous avez une question, 4 questions qui vous sont posées. Si vous répondez dès la première, vous avez 4 points. La deuxième, 3 points, 2 points, vous avez compris. Et je note. Je compte sur la régie pour noter et vous me direz qui gagne. Allez, la première question, c'est un pilote. Soyez attentifs. J'ai refusé d'aller chez Williams. Alors attention, si vous répondez, vous ne pouvez plus répondre derrière, mais il faut prendre. C'est là où on gagne 4 points. J'ai refusé d'aller chez Williams. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Passez votre tour. Allez, deuxième question. J'ai débuté chez Tyrrell. Jean Lézy. Jean, allez-y. 2 points pour le 3 points. 3 points pour le président. C'est facile, j'étais au téléphone avec lui il y a une demi-heure. Bon, un circuit. Et pour Williams, c'était qui finalement alors? C'est Jean Lézy en fait la réponse. Ah, c'est Jean Lézy. Jean Lézy était en bataille. Enfin, il avait signé, je crois, chez Williams. Et finalement, Ferrari l'a convaincu d'aller chez Ferrari. Oui, il avait signé chez Williams et il est parti chez Ferrari. Et au passage. Une bonne idée d'ailleurs. Non, mais bon, ça allait bien avec son caractère et ça a fait aussi sa notoriété. Ouais. Et au passage, c'est Frank Williams qui a fait une bonne affaire parce qu'il a revendu le contrat. Ouais. C'est clair. Ouais, et il garde un lien avec Ferrari qui est très fort. Aujourd'hui, il fait la promotion. J'ai vu la proximité avec la famille Schumacher, avec trucs, c'est incroyable. Non, Jean, en plus, dans sa personnalité, effectivement, c'est le parfait fit. C'est un latin. C'est le Fabrice Marcella local, quoi, en gros. Alors, on parle d'un circuit, soyez attentifs. Première question, un tracé qui différencie les hommes des petits garçons. C'était Dan Gurney, qui avait un pilote, qui avait dit ça. Pour 4 points. Imola? Non. Il y pleut souvent. Spa. Spa, faut encore champ. 2 points pour monsieur. 3 points.
3 points pour Monsieur Pantanache. Il est à égalité avec notre team manager. Une écurie. Ça, je sais pas. Mon pilote le plus célèbre, c'est Michael Schumacher. Ferrari ou Benetton? Non, la question de réponse éliminée. Deuxième info. Une première victoire avec Damon Hill. Williams. Non, éliminé. Bon, ça va alors. Si même Eric sait pas. Michael Schumacher chez Williams. Non, mais. J'ai viré Pérez. Mais c'est- Tu as démarré où? mais oui. 007. Mais oui, c'est Aston. c'est- Aston Martin, Ah ouais, bien mais oui. sûr. Bon, Ah, je t'ai pas vu venir là-dessus. Hein. donc un point pour Alain. Racing Point. Ah ouais. Eh oui. Ah oui. Racing Point. Ah, mais il y avait- C'est Racing Point. c'est travaillé, les amis. Ouais. Reviens avant. Alors je reviens, je remets, attention. Mon pilote le plus célèbre, Michael Schumacher, il a Pourquoi commencé Jordan. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, c'est ça, Première c'est victoire ça. avec On a- Damon Hill, Jordan. J'ai viré Pérez, Force India, Bravo. 007. Ah, bravo. Alors, Non mais attendez, c'est un métier. C'est un métier. Bon, question numéro 4. Un pilote. Droit dans le mur à un tambourello. C'est non. Sénat. Non. Donc 2 dehors. Ouais. Mais attendez à celle-là. J'ai dirigé une écurie de F1. Niki Loda. Non. Prost. Bah ouais. Est-ce que Tambourello. Prost. non. Mon meilleur ami Ayrton. Bah, Prost, non? Mon meilleur ami. Toujours pas. Hein. Ouais, c'est. Un pilote autrichien. Berger. 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 Ah ouais. J'ai à 2 reprises piloté Ferrari dans ma carrière. Aïe, aïe, aïe. 1 point. Donc attendez, là c'est. Alors Alain, tu as 2 points, 3 points et 3 points, c'est ça? C'est ça, je m'en. Ok, d'accord. Question Ok, 5, il en reste 2. Encore un pilote. J'ai débuté chez Williams. Ah, je sais, pour 4 points, c'est difficile. Ah. Il y en a plein qui ont débuté chez Williams. Allez, suivante. Une citation, attention, on va Ah bah biper. oui, Hein. c'est Suck facile. my balls, guy. Ça, c'est. Merde, celui de. C'est Villeneuve. Non, c'est Non, celui- éliminé. le coéquipier de Hey. Kevin Magnussen, donc c'est l'allemand, merde, comment il s'appelle? Hülkenberg. Hülkenberg. Allez, j'accorde le point à notre Nico. team manager. Il s'agit de Dinkerberg. La question. Il a fait la pole au Brésil. Il a fait la pole au Brésil et plus de effectivement. 180 courses, mais aucun podium. Pauvre gars. C'est la particularité de Hülkenberg. Une écurie, attention, une écurie. Je suis issu du rachat de l'écurie de James Stewart. Red Bull. Le moteur Ford, Ferrari, Renault et Honda. J'ai longtemps été le sponsor de Sauber. Vettel et Verstappen ont été mes pilotes. Red Bull, et c'est donc Fort, il est le team fort. manager qui remporte ce premier. On refait la F1 et ce premier quiz. Bravo. Sans surprise, Eric, bravo. Allez, dernière séquence de cette émission, c'est les pronos pour ce Grand Prix de Melbourne. On va commencer par le team manager. Quel est ton pronostic pour les 3 premiers pour le classement dimanche soir? Dimanche matin, en l'occurrence. Difficile de ne pas avoir une Red Bull. Ouais, je veux des noms, je veux des pilotes, je veux des noms. Max, évidemment. Max, Sinon, mon fils va plus me parler. Moi, je ferais Max Leclerc Alonso. Max Leclerc Alonso. Intéressant. Ouais, c'est pour donner un peu d'espoir. Monsieur Marcellin. Moi, je dirais C'est pas vrai. difficile de ne pas avoir une Ferrari. Il faut que ça soit un choix de raison. Et là. non, c'est pas. Oui, c'est un choix de raison. C'est un choix de raison. Je pense qu'on va avoir des bonnes surprises. Et j'ai appelé personne pour le savoir. Et donc, Leclerc en 1, 2, Max, et 3, j'hésite encore entre une nouvelle Ferrari ou de nouveaux Red Bull. Mais 1 et 2, pour moi, c'est Schumacher. Ah oui, c'est il faut les Schumacher, trois, pardon. là. Oui. Alors, ouais, on y va. Leclerc, Schumacher. Max. Là, je veux dire que là, Et... je suis resté bloqué dans les années 90. Ah putain non, attends. Donc, Et une grosse surprise. Leclerc, tu as dit. Pardon, Leclerc. Ensuite, Max et allez, Pérez. D'accord. Moi, Voilà. je suis d'accord avec le boss. Hein. Max, Leclerc, Alonso. Max Leclerc Alonso. Christophe. Alors moi, je pense qu'il va y avoir un DNF de Verstappen. Ouais, Ah ouais. moi aussi. Il y a un abandon. Moi aussi. Un abandon. Tu sens l'abandon. Pareil. Ouais, donc ça va faire Leclerc, Sainz, Alonso. Leclerc, Sainz, Alonso. Laurent. pas de Red Bull. C'est sacré. C'est Pérez, pareil, il y a- Pérez, Leclerc, Hamilton. Pérez, Leclerc, Hamilton. Ouais. Hamilton. Ouais. Ah ouais. Bon, c'est pris à- Première boîte pour Mercedes de l'année. D'accord. Moi, je dis Verstappen, Pérez, Alonso. Ouais, tu vois, Oh, c'est tellement facile. Ouais. Aucun risque. C'est bien un truc d'Ajaxien, ça. Ben écoute, c'est un Ajaxien, mais il a plutôt trouvé les derniers pronostics jusqu'à Ah, maintenant. Voilà. moi, je viens là. C'était l'émission pilote dont on refait la F1. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous donc dans 3 semaines à mois pour le prochain Grand Prix qui sera le Grand Prix de l'Azerbaïdjan. On comptera les points, hein, savoir qui a eu raison sur ces pronostics. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Les amis, on se retrouve donc dans un mois. Soyez au rendez-vous.
Et n'oubliez pas, vous abonner sur YouTube et clocher le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, dans un mois, à bientôt. Salut. Ciao.